Guillaume, Guillaume, tu te mets un petit peu par là. Ouais, tu te mets un petit peu par là comme ça. Ouais. On t'introduise ou tout le monde te connaît? Je sais pas si vous me connaissez, mais je pense que oui. Tout le monde est prêt. Tout le monde connaît Guillaume? Bah, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume Varin et je suis entre guillemets stagiaire holistique pour faire le bilan de gaz à effet de serre du laboratoire, parce que je vais vous présenter. Je parle un peu plus fort? Okay. Donc, du coup, je vais vous présenter le bilan de gaz à effet de serre du Listic. Donc, la démarche bilan est la suivante. Premièrement, j'avais à faire le bilan de gaz à effet de serre du laboratoire. Donc, ça va être une estimation de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre du laboratoire, toutes catégories confondues. La problématique suivante était comment faire le bilan suivant, donc le faire perdurer d'une année à une autre, avec une méthodologie et une notice de réalisation. Et ensuite, l'objectif était de développer des outils de la décision pour qu'en fait, une fois qu'on a le bilan, il faut savoir ce qu'on en fait et quelle perspective on va avoir, c'est-à-dire quel scénario on va mettre en place suite au constat du bilan qui a été fait. Donc, le bilan d'un laboratoire de recherche se présente sous la forme suivante. Il est fait à l'aide du logiciel GES 1.5, qui est un outil national commun à l'ensemble des laboratoires français. Les catégories d'émissions sont représentées ici à l'écran. C'est un choix méthodologique du logiciel. On peut voir par exemple l'alimentation, qui peut poser un petit peu débat parce que l'alimentation, ça empiète un petit peu aussi sur les émissions personnelles, alors que là on est dans le cadre des émissions professionnelles, donc du laboratoire. Donc, comme je l'ai dit, le logiciel a des méthodes de calcul qui lui sont propres, avec ses limites. Donc, pour ce qui est de la méthode générique, pour chaque activité émettrice de CO2, on va venir quantifier cette activité et la multiplier par un facteur d'émission. Donc, facteur d'émission qui va permettre de convertir une quantité en équivalent CO2. Donc en une tonne équivalent CO2 en l'occurrence, c'est-à-dire qu'on va prendre l'ensemble des gaz à effet de serre et non pas seulement le CO2. Donc à titre d'exemple, pour la voiture, on sait que pour une voiture essence en moyenne, on est à 0,22 kg équivalent CO2 par kilomètre parcouru. Donc c'est l'unité du facteur d'émission va dépendre de l'unité, de la quantité qu'on cherche à quantifier. Donc tous ces facteurs d'émission sont issus d'une base de données de l'ADEME, répertoriée par le logiciel et actualisée tous les ans. Donc l'avantage de ce logiciel, c'est que la méthode va être commune à tous les laboratoires et donc on va pouvoir reproduire et comparer nos bilans d'une année à une autre et potentiellement avec d'autres laboratoires. Cependant les limites, je l'ai déjà dit, c'est que la méthode du logiciel lui est propre. Il y a des hypothèses qui sont faites, elles sont ce qu'elles sont, et il y a des incertitudes qui sont liées évidemment, notamment à la base de données de l'ADEME, mais aussi aux méthodes de calcul qui sont faites, les méthodes de calcul du logiciel. Voilà. Ensuite, on va rentrer directement dans le vif du sujet, puisque je vous présente le bilan brut du Listic en 2023, qui est de environ 188 tonnes équivalent CO2, avec les 3 postes d'émissions les plus importants qui sont les déplacements domicile-travail à hauteur de 25%, l'émission et ensuite les achats. Ces 3 catégories représentent à elles seules 2 tiers à peu près des émissions du laboratoire. 187 tonnes équivalent CO2, ça ne vous parle peut-être pas. Donc un moyen d'avoir les idées un petit peu plus au clair sur le sujet, ce serait de ramener ça au nombre de personnes qui travaillent dans le laboratoire. À savoir qu'en 2023, il y avait 76 personnes qui travaillaient avec la répartition suivante. On compte une personne lorsqu'elle est présente les 12 mois d'année, c'est-à-dire que les stagiaires en fait ne sont pas comptés dans l'effectif du laboratoire. C'est un choix méthodologique du logiciel, encore une fois, c'est des hypothèses qui sont ce qu'elles sont.
et on arriverait, si on ramène ça au nombre de personnes, à 2,6 tonnes équivalent CO2 voilà, par personne et sur l'année 2023. A savoir que si on fait la division de 188 par 76, on n'obtient pas exactement ce résultat parce qu'il y a une méthode de calcul qui est propre au logiciel. Par exemple, les enseignants-chercheurs ont une quotité d'appartenance qui est seulement de 50%, ce qui fait qu'il y aura potentiellement des petits écarts dans les calculs. Et si vous repérez des incohérences, en fait, ce n'est pas vraiment des incohérences, c'est juste des méthodes de calcul du logiciel. Donc 2,6 tonnes, qu'est-ce que c'est? Parce que 2,6 tonnes, ça ne parle peut-être pas à tout le monde non plus. Pour avoir des ordres de grandeur, sur une année, la médiane des laboratoires, donc des émissions des enseignants-chercheurs au sein des laboratoires, est de 4,5 tonnes. On voit qu'on est un petit peu en dessous, mais encore une fois, ça veut tout et rien dire parce que on ne peut pas comparer des laboratoires de recherche qui n'ont pas les mêmes activités. Il y en a qui ont des équipements qui consomment énormément d'énergie. Ça permet simplement de se situer, mais ce n'est pas une référence. Ensuite, on peut également placer ça à côté de la moyenne française. Mais la moyenne française, elle concerne les déplacements professionnels, enfin pas les déplacements, les émissions professionnelles, mais aussi personnelles. Alors que là, le logistique, je le répète, c'est uniquement professionnel. Même s'il y a bien des secteurs, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'alimentation, qui s'entremêlent un petit peu dans le bilan. Ensuite, pour ce qui est des accords de Paris, avec l'objectif en 2050 qui est de 2 tonnes, pour le coup, ici c'est professionnel et personnel, mais on voit que par exemple le bilan du listique est légèrement au-dessus. Voilà. Pour avoir des comparateurs un petit peu plus proches de la réalité, on va dire, je me suis appuyé sur le comparateur de l'ADEME. Par exemple, on voit ces 600 allers-retours, 2,6 tonnes, 600 allers-retours Paris-Marseille en TGV. Je vous laisse regarder un petit peu, mais par exemple, pour faire la comparaison avec les repas végétariens et les repas à base de viande, pour savoir un petit peu, par un ordre d'idée un peu plus concret, de ce que sont 2,6 tonnes par personne sur une année. Donc, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail des émissions. Ici, on observe les émissions, mais avec leur incertitude. Je ne l'ai pas mentionné précédemment, par souci de simplicité. Ce qu'on voit ici, le pourcentage, c'est l'incertitude relative de chaque catégorie, c'est-à-dire l'incertitude totale divisée par les émissions totales qu'on voit dans chaque catégorie. Donc pour les déplacements de type travail, c'est 46 tonnes, pour l'émission, c'est 40 tonnes, les achats, c'est 32 tonnes. Et on remarque aussi que les deux postes les plus importants, finalement, sont les postes avec les incertitudes relatives presque les plus importantes, en tout cas elles sont très élevées, 35%. Donc c'est pour ça que c'est un ordre de grandeur et qu'il ne faut pas donner d'importance, entre guillemets, à la valeur brute qu'on obtient. C'est plus pour un ordre d'idée. Donc si on y va au cas par cas, on va commencer par la catégorie la plus impactante, les déplacements domicile-travail, qui représentent 25% des émissions totales du laboratoire. On peut voir ici les émissions en fonction du moyen de transport et en fonction des personnes, de leur type, doctorants, enseignants-chercheurs. Il est pertinent de comparer doctorants et enseignants-chercheurs parce qu'ils sont à peu près en proportion égale en nombre, mais pour les ITA, non, donc il ne faut pas en tenir compte. Il faut comparer en gros que le bleu et le vert. Donc on voit forcément la dominance des émissions. Enfin, les émissions sont principalement liées à l'utilisation de la voiture. Et pour la statistique générale sur le laboratoire, on ne le voit pas sur le graphique, ça c'est moi qui l'ai fait à part, 43% des membres du laboratoire viennent en voiture. Ensuite, si on s'intéresse aux missions, qui représentent 21% des émissions totales du bilan, on observe que l'avion est dominant au sein de cette catégorie. À titre informatif, l'avion a émis à peu près 38 tonnes équivalent de CO2 en 2023, ce qui fait 95% des émissions liées aux missions. Si on s'intéresse maintenant en moyenne par mission, ce qui est plus parlant je trouve, et la distance parcourue avec chaque mission, on voit qu'en moyenne, dès qu'on prend l'avion pour partir en mission, aller-retour bien sûr, on émet 1,4 tonne et on parcourt 9000 km. On voit qu'en train,
on parcourt 2 fois plus de distance en moyenne qu'en voiture, mais on émet 10 fois moins, ce qui donne un rapport 20 à peu près entre les deux en termes d'émissions. Et pour la statistique, 10 missions sur 128 représentent 72% des émissions de la catégorie d'émissions. Ensuite, on peut s'intéresser aux achats. Donc les achats, 40% des émissions d'achat sont liées aux missions. Ça correspond principalement aux catégories transport à 21%. Donc dans la catégorie transport, hébergement, on a par exemple l'hôtel, lorsqu'on va partir en mission, les frais de réservation. Dans service, on aura plutôt les frais d'inscription au colloque. Et la catégorie aussi la plus prépondérante, c'est donc la vie de laboratoire, tout ce qui est alimentation, donc les pots, et aussi les services de reprographie. Donc ça, c'est une vision que nous donne le logiciel, mais ça ne va pas plus précisément. Si on veut regarder, il faut faire du cas par cas avec les codes NACRE. Le souci des codes NACRE, c'est qu'il y a une très grosse incertitude, notamment dès qu'on va sélectionner un code NACRE, c'est une grosse catégorie, donc encore une fois, c'est des ordres de grandeur. Il ne faut pas s'y fier totalement. Enfin, si on s'intéresse à la catégorie matériel instruments de laboratoire qui représente 15% des achats de biens et services, en fait, si on regarde de plus près, c'est lié uniquement à l'achat d'un modulaire en 2023 qui, en fait, forme un pic dans le bilan du labo. Donc, du coup, on peut se demander quelle est l'influence des pics sur le bilan carbone. Ici, j'ai fait le bilan en 2023, donc c'est une représentation caricaturale, bien sûr. J'ai fait le bilan en 2023, imaginons qu'il y a une tendance de baisse au fil des ans, mais qu'on fait un bilan en 2027, alors qu'il y a un pic, tel que le modulaire, qu'on l'a vu précédemment dans la catégorie des achats. Comment on peut savoir s'il s'agit d'un pic, réellement d'une baisse ou pas? L'idéal est donc de faire un bilan tous les ans, pour être sûr. Parce que la fréquence des pics et la fréquence des bilans peuvent porter confusion si on n'a pas toutes les données au final. Ensuite, pour ce qui est aussi de l'interprétation des résultats, on peut se demander si regarder uniquement les émissions en équivalent CO2, c'est pertinent. Et donc ce que je vais vous présenter juste après, c'est pas fait par le logiciel, c'est moi qui l'ai déduit. Parce que si on regarde les émissions qui sont liées à l'alimentation, qui représentent 11% des émissions totales du laboratoire, à première vue, on pourrait se dire que beaucoup de personnes mangent de la viande au sein du laboratoire, parce qu'on a 22% des émissions pour le repas classique avec de la viande, en orange, et seulement 24% de repas végétariens. Mais ça, c'est les émissions. Et donc ça ne prend pas en compte le facteur d'émission de chaque type de repas. Parce que si on regarde en nombre de repas pris au sein du plastique, on voit que 40% des repas qui sont pris sont végétariens. Donc au final, en regardant uniquement les émissions, on aurait pu se dire qu'on pourrait faire des efforts vis-à-vis de l'alimentation, mais en fait, c'est déjà 40%, c'est déjà un nombre assez important qu'on n'aurait pas vu si on avait regardé uniquement les émissions. C'est pour ça qu'il faut mettre en perspective les résultats et les interpréter. Ça montre aussi le caractère incompressible de certaines émissions, comme liées à l'alimentation, parce qu'on aurait pu se dire qu'on aurait pu les baisser, alors que 40% c'est déjà un chiffre assez important. Donc je me suis demandé à quel point on pouvait réduire ces émissions, en faisant des hypothèses fortes, que je n'ai pas toutes citées ici, donc qui sont que l'ensemble du personnel par exemple passe végétalien, toutes les personnes viennent en vélo, et même comme ça, l'émission n'existe pas, c'est-à-dire que avec des hypothèses fortes telles que celles que j'ai citées précédemment, on arrive à effectuer une baisse de 68%, passant de 188 tonnes à 61 tonnes, ce qui fait 850 kg d'équivalent CO2 par personne, et donc ce serait entre guillemets le socle qu'on ne peut pas franchir, nécessaire au fonctionnement du laboratoire. Donc réduire au maximum, c'est pas possible en fait.
Donc ça, ce scénario-là, je l'ai fait à l'aide de l'outil Scénario 1.5 qui est fourni par le logiciel. En fait, c'est une annexe du logiciel avec lequel j'ai fait le bilan. Et dans ce logiciel, on peut choisir une année cible, ici 2030 pour l'exemple, et prendre des mesures et voir l'impact que ça va avoir. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais en théorie... On peut voir, en fait, je ne sais pas si ça va fonctionner ici, mais on peut prendre plusieurs mesures et voir l'impact que ça va avoir par catégorie. Donc là, c'est le scénario que je vous ai présenté précédemment, avec toutes les hypothèses très fortes qui ont été faites. Et par exemple, je vais tout enlever, ce sera plus simple pour visualiser par la suite. On peut ajouter une mesure. Ça, c'est un outil d'aide à la décision pour la direction du laboratoire, pour savoir quoi faire avec le bilan. Par exemple, isoler les bâtiments. Bon, les bâtiments sont déjà de classe B, ce qui est déjà plutôt très bien, mais si on voulait faire un effort supplémentaire et isoler encore plus, on pourrait faire en sorte que, isoler les bâtiments qui sont en classe A et voir l'impact que ça aurait sur les émissions. Voilà. On peut le faire aussi, par exemple, pour les déplacements à domicile de travail, c'est la catégorie la plus importante. On peut choisir de développer le télétravail, d'ajouter la mesure et voir ce que ça va donner. On peut augmenter le nombre de jours. On peut mettre un jour, voilà. On voit les baisses qui sont induites par le fait de développer le travail, parce que si on développe le télétravail, les gens qui viennent en voiture ne viennent plus, ils restent chez elles. Donc ça limite les émissions, et par exemple si on est à 3 jours, voilà l'impact que ça aurait sur le bilan du laboratoire. Donc toutes ces mesures, enfin il y en a plein, il y en a plusieurs par catégorie, ça permet de mettre en place des stratégies éventuellement pour limiter l'évolution du laboratoire. Donc voilà, je l'ai dit, ça c'est un outil d'aide à la décision pour la direction du listique. Moi je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, je vous dis que ce qu'on peut faire avec quel outil. Voilà. Donc pour ce qui est du bilan global, donc le bilan de gaz à effet de serre a été réalisé avec une analyse. Comment faire le suivant? Donc ça en fait j'ai fait une notice de réalisation et elle va être plus ou moins validée puisque je l'ai envoyée par exemple au LOCI et au CIM qui vont me faire un retour sur la notice que je leur ai envoyée pour savoir si ça les a aidés parce que là-bas il y avait des stagiaires qui sont partis de zéro et donc voir à quel point ça les a aidés pour réaliser leur bilan. La facilitation administrative, c'est entre guillemets une lettre au Père Noël qu'on va envoyer à l'administration pour avoir les données telles qu'on aimerait qu'elles soient dans le logiciel. Parce qu'en fait, le gros souci du bilan carbone, c'est que j'ai eu beaucoup de données et que j'ai dû faire passer énormément de temps à trier parce que les exigences du logiciel ne sont pas les mêmes que les exigences administratives. Par exemple, pour l'émission, c'est plus l'aspect financier, alors que le logiciel a besoin de d'autres informations qui ne sont pas forcément dans les informations qu'on m'a données. Et enfin, l'outil d'aide à la décision sur les pistes d'action potentielles. Donc l'outil c'est Scénario 1.5 et que je vous ai présenté précédemment. Et les propositions de scénarios, ça c'est en cours. Je vais proposer des scénarios de réduction en discussion avec la direction, voir ce qu'on peut faire. Et c'est ce qui va finaliser mon stage. Donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je vous écoute. Vas-y, vas-y. Mais moi j'avais une question, c'était sur les mesures à prendre là, notamment pour le télétravail. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne justement d'un point de vue simulation? Parce que c'est un peu la problématique actuelle de savoir si l'impact du télétravail réduit vraiment les émissions de CO2 de par l'utilisation accrue
du réseau Internet, de par, je dirais, un fonctionnement qui va être différent. On va peut-être faire ses courses ce jour-là, on va peut-être au final prendre la voiture d'une autre manière. Est-ce que tu sais un petit peu le détail de ça? Le détail doit être présenté à ce niveau-là, ici. Mais là, ce que tu me dis, c'est que quand tu vas être chez toi, tu vas faire d'autres choses parce que tu es en télétravail. Mais là, c'est dans le but uniquement de réduire les émissions professionnelles, donc liées au logistique. Et c'est un peu là la limite du bilan carbone, parce que souvent, tu as un lien entre émissions professionnelles et émissions personnelles. Parce que comme tu l'as dit, tu vas pas au travail, mais du coup, tu vas aller faire tes courses. C'est ça le... Non mais... C'est la base, d'accord. Oui, mais... donc ça veut dire qu'en fait, c'est uniquement la réduction du trajet domicile, emplacement, enfin, labo, quoi. Ça impacte directement ça. Il n'y a pas une compensation autre. Non. Il faudrait lire les hypothèses qui sont écrites ici. Mais en fait, tout est détaillé dans l'outil. Et pour savoir comment ça fonctionne. Du coup, je rebondis sur ta question. Là, le bâtiment il est en V. J'imagine peut-être chez toi, c'est peut-être pas B, mais c'est peut-être D ou E. Si tu télétravailles pendant l'hiver, au niveau consommation, ton impact carbone, tu mesures comment? Il faut mieux vivre ici. Non, mais. Ça, c'est les limites de la méthodologie du logiciel qui fait des hypothèses et auxquelles il faut se plier en fait, pour que ce soit reproductible au sein d'autres laboratoires et au sein d'une année à l'autre. C'est des choix méthodologiques qui sont faits et sur lesquels on ne peut pas avoir de... On n'a pas la main dessus. Et du coup, est-ce que tu as vu des articles, certaines recherches qui essayaient de faire le lien entre à la fois l'aspect pro et l'aspect personnel, pour essayer de lier et d'estimer au mieux, sans être intrusif, d'estimer au mieux au final l'impact carbone? Non. Bah, en fait, j'ai quand même cherché, par exemple, l'impact le bilan carbone professionnel des Français, mais c'est des choses qui n'ont pas été faites. J'ai pas trouvé en tout cas dans la littérature parce que pour la moyenne des labos, c'est le souci que je voulais aussi comparer à la moyenne des émissions professionnelles en France. Mais en fait, c'est pas une donnée qu'on a. Je voudrais compléter. En fait, Guillaume, il est stagiaire. Vous avez compris qu'en fait, il était consultant chez nous pour faire notre bilan carbone. Et donc, c'est pas un stage recherche. Par contre, le GES, enfin, le logiciel, il y a un groupe de travail, un GDR du CNRS, dont l'objet de l'étude et l'expérimentation, c'est ce logiciel. Donc, il va récupérer tous les scénarios possibles, il va mesurer les pratiques